Messieurs et dames, tout plaisir est pour nous de vous savoir devant vos écrans en train de suivre en ces moments Héros Télévision. Oui, vous êtes en train de suivre les 7-9, cette tranche, non pas d'animation, mais d'information, ce magazine qui est consacré à l'information. L'actualité, c'est ça notre menu, l'actualité, c'est notre domaine. Messieurs et dames, nous sommes très heureux de vous demander de déposer vos télécommandes pour cette envolée en info, en actu. Tout de suite, donc, nous allons commencer par le sommaire. Grogne de certains sociétaires au sein de l'Union sacrée, les responsables des regroupements politiques, membres de la majorité, étaient en concertation. Nœud du problème, les revendications des uns et des autres formulées à l'issue de la sortie du gouvernement Toulouka. Gouvernement Soumouina, à côté des dessus qui manifestent, des heureux qui se réjouissent de la nomination de certains membres du gouvernement. Donc, autre chose, début juin, l'histoire se rappelle des martyrs de la Pentecôte, ces oubliés de l'histoire, mais aussi de l'assassinat crapuleux de Floribert Chebeya, ainsi que Bazana, fidèle. Et pour finir, la communauté des églises des réveils en deuil, les pasteurs Barouti a rendu l'âme. Voilà, messieurs et dames, les menus de notre programme. Tout de suite, place à l'actualité. Fidèle à son poste, nous recevons sur ce plateau Fisson Kazadi. Belle cravate, monsieur Kazadi. Merci beaucoup. Ah, notre Kazadi qui est resté. Hein, lui, il est resté. Il n'est pas du groupe des Kazadi qui sont partis. Ah oui, hein, nous ne faisons pas le même travail avec eux. Hein. Nous, c'est de dire la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Et c'était pour gérer la République, mais ils n'ont pas pu peut-être satisfaire les chefs de l'État. Place à votre journal, monsieur Kazadi. Merci. Le président de la République, Félix Tshisekedi, prendra part à la conférence sur l'afforestation et le reboisement avec son homologue de la République voisine du Congo-Brazzaville du 2 au 5 juillet. Madame Rosalie Matondo, ministre congolaise de l'économie forestière, porteuse de cette invitation au chef de l'État congolais. L'échange est porté sur l'environnement, la gestion de nos forêts et la coopération étroite entre les deux pays. Nous allons suivre. Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière de la République du Congo, était porteuse ce samedi 1er juin d'un message du président Denis Sassou Nguesso adressé à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reçue dans l'après-midi au palais présidentiel du Mongalema, Madame Rosalie Matondo a remis au chef de l'État l'enveloppe contenant l'invitation lui adressée pour participer à la conférence internationale sur la forestation et le reboisement qui se tiendra du 2 au 5 juillet prochain à Brazzaville. La préservation de l'environnement, la gestion de nos forêts et la coopération étroite entre Kinshasa et Brazzaville figurent parmi les points évoqués au cours de cette rencontre. Nos relations doivent être étroites et son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi l'a rappelé. Il nous a demandé à ce que les deux secteurs soient intimement liés pour régler les thématiques qui sont des enjeux aujourd'hui planétaire, de la préservation de l'environnement, de la conservation de nos forêts et aussi de cette économie que nous devons promouvoir à travers nos ressources naturelles. Aujourd'hui, vous avez un ministère qui s'appelle le ministère de l'économie climatique. Donc nous devons nous mettre ensemble pour voir comment les ressources, concilier la préservation de l'environnement et aussi l'essor économique de nos pays, parce que ce sont les ressources naturelles qui doivent donc nous aider à cet essor économique.
Le bassin du Congo court un danger lié au changement climatique, a renchéri Madame la ministre de l'économie forestière. Nous vivons ces dangers, nous vivons ces effets liés au changement climatique avec le décalage des saisons, les températures qui augmentent, la sécheresse, mais également nous avons parlé du fait que nos communautés utilisent le bois comme source d'énergie domestique. Donc ce bois qui est exploité dans les forêts naturelles est une grande cause de déforestation. C'est pourquoi l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, c'est de proposer à l'humanité tout entière une décennie mondiale de la forestation et du reboisement. La question de l'environnement intéresse au plus haut point la République démocratique du Congo, reconnue comme le pays solution aux problèmes climatiques. Ce forum sera une occasion de plus pour le président Tshisekedi de faire entendre la voix de son pays. Et puis dans le même chapitre, 150 jeunes d'Afrique et d'Europe sont réunis à Kinshasa pour discuter sur la protection des forêts et la préservation de l'environnement dans un forum organisé par la facilitation franco-gabonaise du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Les participants à ces forums échangent sur des thématiques liées à la gestion durable des ressources forestières, la conservation des écosystèmes et l'innovation en matière environnementale. Autre chose, Forum Chine-Afrique, 9e édition est prévue au mois de septembre prochain. L'annonce a été faite par l'envoyé spécial du gouvernement chinois reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Tshisekedi. Le gouvernement chinois a mis l'accent sur le partenariat Chine-RDC dans le domaine économique et social. Suivez. Beijing abrite au mois de septembre prochain la 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique. L'annonce a été faite par l'envoyé spécial du gouvernement chinois Liu Yuji, reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'émissaire du gouvernement chinois a mis l'accent sur le partenariat stratégique entre la Chine et la RDC, particulièrement dans les domaines économiques, sociaux et financiers, ce qui justifie l'invitation adressée à la RDC pour sa participation à cette grande rencontre, a indiqué Liu Yuji. Le forum de la coopération Chine-Afrique se veut un espace de discussion pour une plus grande coopération économique entre les différentes parties. Justin Inzoun Akiako signe son grand retour à la tête de l'Agence nationale de renseignement, ANR en sigle. L'ordonnance confirme ce dernier qui sera secondé par Augustin Mulumba. Il faut noter que Inzoun a déjà assumé ses fonctions entre 2019 et 2022. Suivez. Un réaménagement a été opéré à la tête de l'Agence nationale de renseignement. Au terme d'une ordonnance, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé Justin Inzoum Kaziak, administrateur général de l'ANR, le poste qu'il avait déjà occupé. Il sera secondé par Augustin Mulumba Nsabwa, nommé administrateur général adjoint. Après la sortie du gouvernement, les membres de l'Union sacrée de la nation étaient dans une réunion pour traiter ces différends pour l'unité de cette plateforme. Le présidium qui était en face des différents regroupements des partis politiques pour Augustin Kabouya, l'un des leaders de la dite plateforme, la réunion était un succès comme dans une famille, mais on a remarqué l'absence des leaders de l'AFDC, le professeur Bati Lukwebo. Suivez. Comme toute organisation sérieuse, l'Union sacrée de la nation recourt fréquemment à l'arbre à palabre pour traiter ces différends afin d'assurer l'unité de cette méga plateforme du président de la République. Ce vendredi 31 mai, cette approche a été respectée lors d'une réunion ayant mis ensemble le présidium et les chefs des regroupements politiques. Des questions essentielles liées à l'actualité de l'heure, notamment publication et installation du gouvernement, ont été abordées avec dextérité par le maître décéant et coordonnateur de la majorité parlementaire, l'honorable secrétaire général Augustin Kabouya.
À vrai dire, tout s'est passé dans la convivialité, en sorte qu'il est permis de croire que les jours à venir seront encore meilleurs pour l'union sacrée de la nation. Nous avons bien terminé notre réunion, que les gens n'utilisent pas les réseaux sociaux pour rencontrer leur vie. Nous avons parlé comme membres d'une famille, nous irons faire les rapports acquis des droits. Autre chose à présent, les personnes vivant avec handicap étaient dans la rue pour dire non à la reconduction de leur ministre. Quelques personnes vivant avec handicap. Quelques personnes. Quelques personnes, oui. Quelques personnes, comme tu as bien dit, étaient dans la rue pour dire non à la reconduction de leur ministre, Madame Irène Essambo. Ces derniers ont barricadé même le boulevard pour dénoncer les retours de la ministre des Personnes vivant avec handicap. Quelques temps après l'intervention de la police, des services de sécurité, la situation était revenue à la normale. Aucun incendie et voire même pas de casse, c'est le bilan de cette manifestation. Fiston, il faut dire quand même que ça sent de la manipulation. Eh bien, bon... Le gouvernement sort, il y a quelqu'un qui prend un groupe de gens, qui les met dans la rue pour manifester contre... Non, mais quand même... Bon, j'ai vu ce soir ici, le député national Eliezer Tamboué a réagi parce qu'on les taxait. Qu'il semblerait que c'était lui qui avait quand même envoyé tous ces gens. Il semblerait qu'il voulait être aussi ministre, mais est-ce qu'il cherchait le poste de Madame Essambo? Je l'ai vu faire un message pour dire qu'il condamne tous ceux qui pensent que c'était lui. Vous voyez, ça s'est passé à Limité. Exactement. Et puis moi, j'ai vu une autre déclaration, malheureusement, nous ne l'avons pas ici, où il y a d'autres personnes vivant avec handicap qui ont profité aussi pour se réunir et dire leur soutien à Madame Essambo. Voilà. Bon, moi, je pense que ça peut être aussi normal, hein, quand les uns disent non, les autres peuvent dire aussi oui. Mais ce n'est pas bien s'il y a quelqu'un qui est derrière cette manifestation. Ce n'est pas propre pour notre pays, notre jeune démocratie. Et si surtout il semblerait qu'un politique qui cherchait des forces à avoir réellement un poste ministériel, alors ça, je suis vraiment désolé. Parce que quand la dame là est là, Félix Tshisekedi et Madame la Première ministre savent pourquoi on a maintenu la dame. Même cette réunion de l'Union sacrée, là, je ne sais pas, mais le gouvernement est sorti, ils veulent quoi? Non, vous savez, Amel, il y a quand même des gens qui ne sont pas contents. Oui, mais on ne va pas refaire la chose. On ne va pas corriger et sortir notre gouvernement. Quand même, se réunir dans une famille, comme le député Kabouya a dit, ce n'est pas aussi mal quand il y a quand même quelques couacs. Rester autour d'une table, nous sommes bantous, hein, l'arbre par l'arbre, tu le sais, non? Ce n'est pas mal, il faut en parler et puis rassurer quand même les autres. Non, voilà, s'ils sont là, c'est pour nous tous. Le mieux serait de bien servir le peuple. C'est ça ce qui concerne quand même tout le monde. Bon, ceux qui ne sont pas d'accord, bon, nous aussi on va leur demander de prendre leur mal à patience, hein, parce que la vie c'est comme ça, on ne va pas prendre tout le monde. D'ailleurs, moi j'ai été contre la taille de ce gouvernement, Amen Dimouani. J'ai été contre. Pourquoi avoir un gouvernement de plus de 50 personnes? Pourquoi pas 30? Est-ce qu'on a besoin de nombre de gens ou bien on a besoin... Gilbert Ngonga disait sur ces plateaux, il faut satisfaire les appétits gloutons de tous les politiciens. C'est ça le mal, hein? On ne peut pas satisfaire tout le monde. Allez-y, je vous en prie, continuez. Voilà, gouvernement souminois, à côté des regrets pour certains, place est à la satisfaction totale quant à certains. J'aurais promis, c'est le cas, du collectif des artistes et culturels qui se réjouissent de la nomination de Yolande Elébé au ministère de la Culture. Les responsables de cette structure l'ont exprimé dans un message. On va l'écouter. Le collectif des artistes et culturels du Congo, le CAC, adresse ses vives félicitations à son Excellence Madame Yolande Elébé Mandembo, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Une technocrate, une culturelle à la tête du ministère de la Culture, c'était notre souhait, c'était notre combat. Merci à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ainsi qu'à son Excellence Madame la Première ministre pour ce choix judicieux. Tous les artistes de la RDC sont derrière vous pour la réussite et le succès dans votre mandat. Que vive la culture. Il est temps. Voilà, messieurs et dames, excusez-nous pour la qualité pas très bonne de ce son.
C'est comme on disait. Hein. Ah oui. Là-bas, on rejette. Et voilà les culturels et les artistes. Ils sont très heureux. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ils sont très heureux de Madame Elébé Yolande. La vie, c'est comme ça, mais il faut être sportif. Il ne faut pas toujours... Tu sais, Amen, moi, dans notre pays, hein, il y a des moments, vous me connaissez très bien, j'étais un peu colérique à chaque situation. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Quand j'ai compris, je me suis dit, non, 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 tu risquerais de tomber malade pour rien. Il faut avoir un esprit sportif, accepter aussi les autres, écouter les autres et attendez ton tour. On va parler de la CENI, Fiston Kazadi. Exactement, la commission électorale nationale indépendante prend acte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle confirmant l'élection de Grace Kwangi Bilolo comme gouverneur du Congo central. Par la même occasion, la centrale électorale annonce l'annulation du scrutin du gouverneur et vice-gouverneur du Congo central, initialement prévu pour le 7 juin prochain. Ce sont les oubliés de l'histoire, même si le plus grand stade du pays a été dédié à leur mémoire. Jérôme Anani, Emmanuel Bamba, Évariste Kimba et Alexandre Mahamba, les pendus de la Pentecôte du 2 juin 1966. Cette année, encore n'ont eu droit à aucune célébration. Retour en image sur cet épisode de l'histoire du pays. Jamais pareil événement n'était arrivé en public dans l'histoire du pays. Puis-je vous demander tout d'abord comment le gouvernement a appris l'identité des conjurés et s'il y a d'autres personnalités impliquées dans ce complot? L'identité des conjurés, au moins des 4 qui ont été pendus, a été connue par le fait qu'ils ont été surpris en flagrant délit. Et les autres, il y en aura bien. D'abord, le fait qu'ils ont été dénoncés par les pendus. Et ceux qui sont dénoncés sont en train de dénoncer encore d'autres. Y en a-t-il beaucoup? Bon, on ne sait pas encore parce que justement on est en train de poursuivre l'instruction. Et puis-je vous demander quelles sont les preuves qui ont été apportées au tribunal militaire d'exception qui a statué sur leur cas? En ce matière, il y a les preuves les plus évidentes, c'est les aveux faits par les intéressés eux-mêmes, lors de l'instruction qui a bien longtemps précédé la comparution devant le tribunal spécial. Puis-je vous demander quels sont les faits particuliers qui ont motivé la sévérité du tribunal d'exception? D'abord, c'est une question évidemment qu'on aurait pu poser au tribunal, parce que moi je ne suis pas du tribunal. Vous savez que dans ce domaine-là, le tribunal est toujours indépendant, très indépendant même. Mais il y a l'opinion surtout. Vous savez que l'opinion était très émue, l'opinion congolaise, au moment où le pays est en train d'entamer une guerre acharnée pour son indépendance économique, des connivences avec même les intéressés. Ces gens voulaient alors renverser le régime. C'est comme ça que le pays était très ému, très affecté par les coups. Et étant donné que les juges sont des hommes, évidemment, ils ont été influencés par la même... Et puis je vous demandais, ensuite logique, quels sont les faits qui ont empêché l'application de la grâce présidentielle? Je crois que c'est exactement la même gravité à laquelle le gouvernement congolais a en tête, n'est-ce pas, avec en tête son président de la République, attaché au fait, à l'infraction commise par les intéressés. Mais surtout, ce qui est plus grave, c'est la connivence avec les milieux de haute finance étrangères pour renverser le régime. Ces mêmes milieux de haute finance étrangères que nous combattons pour les intérêts supérieurs de la nation. C'est surtout cette complicité, n'est-ce pas, avec les milieux étrangers intéressés à l'économie du pays. Mais cette complicité, vous la supposez ou vous en avez des preuves? On a des preuves, on l'a souvent déclaré. Ce n'est pas pour rien que le premier secrétaire d'ambassade de Belgique, qui est plus intéressé dans l'affaire, a été expulsé du pays. Pourquoi cette exécution a-t-elle été publique? Ça s'explique surtout par la raison fondamentale même d'une action pénale. L'action pénale ne doit pas être toujours répressive, mais doit aussi être préventive. Éducative. Il faut qu'on prévienne, éducative, oui, préventive aussi, qu'on prévienne tous ceux qui, non seulement étaient dans le coup, mais tous ceux qui aussi attendaient leur tour pour y passer, pour qu'ils puissent y voir avec quelle sévérité on finit ces genres d'infractions. On punit ces genres d'infractions. Rendu public au lendemain de ce complot et qui donnait carte blanche à ce tribunal militaire d'exception de faire ce qu'il pouvait faire. Il
était du devoir, n'est-ce pas, des 3 officiers supérieurs qui constituaient cette justice militaire d'exception, d'accepter ou pas que les conjurés aient des avocats pour leur défense. Ce qui a peut-être frappé l'opinion publique en Occident, disons, c'est qu'en démocratie, dans nos démocraties, nous ne pendons pas les politiciens, nous n'exécutons pas les politiciens. Mais, je vous répète encore ici, mon cher ami, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes plutôt nous autres des Bantous. Et puis, ne croyez pas, parce que nous avons été colonisés par les Occidentaux, que nous sommes devenus par là des Occidentaux, nous restons Bantous, et nous avons nos mœurs, qui ne sont pas le vôtre, qui ne seront jamais les vôtres. C'est-à-dire que la démocratie, telle que nous l'entendons, n'est pas applicable telle qu'elle ici, à votre avis? On peut l'appliquer, mais pas à la lettre, comme chez vous. Quelle est la nuance exacte alors? La nuance, c'est que chez nous, le respect dû à un chef, par exemple, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas jouer ou blaguer avec un chef. Lorsqu'un chef décide, il décide, un point c'est tout. J'ai décidé au nom du haut commandement que nous sommes au pouvoir pour 5 ans. Et un point c'est tout. Il n'appartenait plus à un groupe de politiciens d'aller se mettre du côté des financiers pour provoquer encore des désordres ou des troubles dans ce pays. Ils l'ont fait, il fallait un exemple. C'est dangereux de faire la grève ici aux États-Unis. C'est très dangereux de faire la grève parce que vous savez bien, nous n'avons pas la démocratie telle qu'américaine, nous n'avons pas le droit de dire tout ce que nous pensons. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la Constitution. Nous sommes obligés de nous taire, on souffre, mais on ne dit rien. Qu'est-ce que vous risquez en faisant la grève? Nous risquons une arrestation certainement, et peut-être un emprisonnement, ou en tout cas sans issue. Le mot bouddhisme, lorsqu'on en parle, c'est quoi exactement? C'est l'ensemble de tout ce que j'ai prêché depuis le début de mon action, depuis la date historique du 24 novembre 1965. Et ça se résume en ceci: les enseignements, la pensée et l'action du président fondateur du MPR. Fiston Kazadi, voilà, on avait dit c'est une partie de l'histoire de notre pays. Beaucoup de gens ces images ont suscité de la nostalgie chez beaucoup. Fils d'un militaire moboutiste comme vous aussi, vous avez eu cette nostalgie-là sûrement. Voilà, c'était une partie de l'histoire, c'était le 2 juin. C'était à la place qu'on appelle aujourd'hui Stade du Martyr. C'est quoi leur nom? Anani, Mamba, Kimba, et le deuxième nom c'était Mahamba. Anani. C'était Anani, nous avons Bamba, et Kimba, voilà, et Mahamba. Ces 4 messieurs ont été pendus, le pendu de la Pentecôte. Et vous avez pu voir en image qui a signé l'ordre. C'est celui qui était ministre de l'Intérieur de la Justice, je crois, à l'époque. Étienne Tshisekedi, on l'a vu en image, il était encore tout jeune. Après, on a vu le maréchal lui-même qui confirmait que chez nous, en Afrique, le respect dû au chef est sacré. Fiston Kazadi, un petit commentaire seulement et puis on va continuer. Tu sais, Amen, vous m'avez amené au-delà, à l'au-delà comme on dit. Ça, c'était vraiment la belle époque. Nous avons eu la chance, comme on dit aujourd'hui, on a vécu pendant ces moments-là. Tu sais, Amen, moi, j'ai été toujours contre la démocratie. Hein.
Moi, je garde encore la pensée de Mobutu. Ils sont Kazali. Mais, non, mais je te dis, ça c'est moi. Mais un bon moboutiste. Hein? Oui, je suis vraiment un bon moboutiste. À cette époque, vous avez vu des gens badiner comme ça se passe, excusez-moi, aujourd'hui. On nomme 2 ou 3 personnes, vous sortez dans la rue et vous faites n'importe quoi et on vous laisse comme ça. Vous trahissez la République. Vous allez vous êtes président de la Commission électorale nationale indépendante parce que on vous a demandé, je ne sais pas moi, de payer, je ne sais pas les taxes ou bien par rapport à vos carrés miniers, je ne sais pas moi, quoi que ce soit. Et vous décidez, amen, vous vous retirez, vous trahissez la République, vous devenez rebelle contre votre peuple. Ça, c'était pas possible sous le maréchal. Non, non, attends, vous vous blaguez. Le monsieur qu'on appelait Aigle de Kawele. Hein, l'homme fort. Non, quand je dis l'homme fort, je vois un monsieur qui savait protéger son peuple. La dignité des Aïrois, la dignité de la nation. Un monsieur compétent dans son savoir-faire, qui savait mettre chaque chose à sa place. Donc, quand vous trahissez la République, vous êtes traître, on va vous pendre. Moi, j'aime ça. Oh. Mais exactement. Si nous voulons amener notre pays avec des gens respectueux des textes, vous savez, l'homme noir est habitué... De toute manière, on a déjà levé les moratoires, hein, c'est bon. Non, mais moi, tu sais, je ne suis pas encore trop sûr, parce qu'il y a encore des traîtres qui sont là. Mais qu'est-ce qui empêche pour qu'on puisse les pendre comme ça en public? Pour que les autres puissent quand même en tenir, ou bien se dire non, on ne peut pas trahir la République, on ne peut pas détourner, on ne peut pas voler l'argent des contribuables congolais. Nous avons parlé des martyrs du 2 juin. Parlons maintenant de quelqu'un d'autre dont on salue la mémoire. Merci beaucoup. 14 jours pour jour après sa mort, la famille de Floribert Chebeya et la Voix des Sans-Voix exige la réouverture d'un nouveau procès, car pour la famille et les activistes de la VSV, les commanditaires de ces meurtres sont encore là, notamment le général John Numbi, ex-patron de la police nationale congolaise. La famille biologique de l'activiste des droits de l'homme Chebeya demande au gouvernement congolais de reconnaître Floribert Chebeya comme martyr de la démocratie, mais aussi de restituer le corps de Fidel Bazana qui était son chauffeur. Autre chose pour finir. Oui, la compagnie d'aviation Qatar Airways effectue son premier vol à destination de Kinshasa, RDC. Le Boeing 787-8 a atterri à l'aéroport international d'Ndjili. La République démocratique du Congo devient la 29e destination africaine desservie par Qatar Airways, qui compte plus de 90 destinations à travers le monde. Nous allons suivre. Il est 8 h à l'aéroport international de Ndjili à Kinshasa. Le Boeing 787-8 Dreamliner de la Qatar Airways reçoit son baptême pour son premier atterrissage ce samedi 1er juin 2024. La République démocratique du Congo devient la 29e destination africaine desservie par Qatar Airways, qui compte plus de 170 destinations dans le monde. Nous avons une flotte très moderne et vous sentez la différence lorsque vous voyagez avec Qatar Airways, notamment dans la qualité du service 5 étoiles à bord. Donc la différence, vous la ressentez une fois dans l'avion à travers un service exceptionnel offert par nos employés et avec la flotte moderne que nous possédons. Ce Boeing 787-8 Dreamliner de la compagnie Qatar Airways est équipé de 22 sièges en classe affaires et de 232 sièges en classe économique. Les autorités congolaises s'attendent à l'ouverture d'autres perspectives de coopération économique entre la RD Congo et le Qatar à travers l'ouverture de cette ligne aérienne. Alors, l'ouverture de cette nouvelle destination est vraiment le début de beaucoup de perspectives vers un avenir radieux entre les relations de l'État du Qatar et de la République démocratique du Congo. Non seulement on augmente la mobilité de nos populations vers les pays du Golfe, mais aussi on continue à leur donner des options de transport, ce qui mettrait un peu plus de pression sur les autres compagnies aériennes. Et le résultat serait que voilà, les coûts des billets seraient un petit peu améliorés à long terme, si ce n'est pas déjà le cas.
La compagnie aérienne Qatar Airways entend desservir Kinshasa par 4 vols directs hebdomadaires. Cette dernière expansion du réseau offre aux passagers un choix de voyage plus large au sein d'une région clé de l'Afrique, ouvrant ainsi un nouveau point d'entrée pour les voyages internationaux depuis l'Afrique vers la Chine, l'Europe et le sous-continent indien en utilisant Doha au Qatar. Autre chose, l'église congolaise en deuil. Le pasteur Barouti Kasongo de l'église Tabernacle est décédé ce samedi 1er juin au Canada. Les chrétiens et fidèles de son église se sont rendus à l'église pour plairer l'homme de Dieu. Dans le programme nous parviendra dans les jours qui viennent. Voilà, il l'a dit lui-même, son travail ici sur terre, sa mission a été accomplie. Je pense que c'est par ces paroles pleines d'espoir que tout bon chrétien devrait pleurer son pasteur, son encadreur qui part, parce que la mort n'est qu'une étape. Fiston Kazadi, c'était tout pour vous. Merci beaucoup. Par cette nouvelle assez désolante. Je peux quand même présenter les condoléances à la famille biologique de mon papa, pasteur Barouti, que j'avais l'habitude de suivre chaque 21 heures. Vraiment, j'ai des larmes aux yeux. Mais c'est un monsieur sérieux, un homme de Dieu, que Dieu lui-même a repris. Donc, courage aux fidèles de l'église Tabernacle. Nous vous gardons encore sur ces plateaux, Fiston Kazadi, pour la prochaine rubrique. C'est tout à l'heure. Héros Télévision. Héros Télévision. Héros Télévision. Messieurs et dames, nous recevons sur ces plateaux Dieu merci Moukoko, avec qui nous allons parler de certains dossiers qui ont été retenus aujourd'hui, mais avant tout, nous allons proposer cette vidéo et revenir avec lui. Non, pas. Les articles qui étaient cités ici, 187, 188, 189 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'évoquent la possibilité ou ne donnent la possibilité aux députés nationaux de faire tomber un gouvernement par une pétition. Nous parlons d'un gouvernement, mais un gouvernement investi. Nous sommes en face des députés nationaux qui veulent faire tomber un gouvernement qui n'est pas encore investi. Voilà la confusion. Les députés ne peuvent, en tout cas, faire tomber un gouvernement que lorsque celui-ci était déjà mis en œuvre, mais aussi par un mécanisme connu, qui est une motion de censure. Seule une motion de censure peut faire tomber un gouvernement. Donc ceci voudrait dire quoi? Que nous sommes encore en face d'un chantage politique de la part de nos amis députés nationaux qui malheureusement sont membres de l'Union sacrée, qui malheureusement bloquent à nouveau la progression de la République et la mise en œuvre ou l'entrée en fonction de notre gouvernement. Mais j'aimerais quand même leur donner
une piste pour permettre à nos amis qui sont députés nationaux, certainement ils connaissent la loi. Un seul élément peut conduire à la non-investiture du gouvernement. C'est la désapprobation du programme du gouvernement qui sera présenté par la Première ministre et son équipe. Lorsque vous lisez l'article 90 de la Constitution, en son alinéa 4, je vais quand même lire cet article pour permettre à tous nos amis de pouvoir en saisir les contenus. Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Lorsque le programme est approuvé, à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Donc le seul élément qui peut diverger, le seul élément qui peut faire que les députés nationaux désapprouvent, qui peut faire que les députés nationaux refusent. Voilà, Maître Dieu merci Moukoko, je me permets d'abord de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue sur ces plateaux. Je vous salue aussi, Amen Dimon, et je salue Fils Kazadi. Merci beaucoup. Pour nos téléspectateurs, je me permets de mettre les choses dans leur contexte d'abord. Nous le savons, le chef de l'État a été réélu. Et après, il fallait nommer un chef du gouvernement. Madame Toulouka est arrivée. Et après, nous avons attendu 2 mois pour avoir les membres de ce gouvernement. Et finalement, la composition du gouvernement a été publiée, le gouvernement est sorti. Mais voilà, il y a des gens qui ne sont pas contents. Évidemment, il y a des gens qui s'attendaient à être là, mais qui ne sont pas là. Et comme si ça ne suffisait pas, l'Assemblée nationale, par qui ce gouvernement doit passer pour avoir la légitimité, je veux dire, là-bas, ça ne va pas. On boude. On a vu tantôt ici une réunion de l'Union sacrée, des grands présidents de regroupement et tout. C'est comme si Augustin Kabou et les autres sont maintenant en train de supplier le député pour que ce gouvernement vienne présenter son programme et commence à travailler. On menace. On menace. Je ne sais pas si vous avez appris cette histoire. On apprend que certains députés exigeraient même des sommes d'argent. On parle de 50 000 $ avant de faire passer le gouvernement. 50 000 $ par député. Par député. Par député. J'ai eu cette information, j'ai même posté ça, mais j'ai utilisé les conditions. 50 000 $ par député. Ils exigeraient 50 000. Pourquoi? On le sait. Et il y a quelques temps, les députés provinciaux de Kinshasa, par exemple, pour faire passer le ticket de l'Union sacrée du côté de l'Assemblée provinciale, du côté de l'Assemblée provinciale, justement, pour voter le gouverneur, on a remis des jeeps aux députés. Et apparemment, les députés nationaux veulent eux aussi être choyés. Comme le disait Augustin Kabou, ce sont des cadeaux. Hein? Maintenant, on donne des cadeaux comme ça à la République, on donne des cadeaux. Mais maître, nous voulons savoir, est-ce que les députés, à ce stade, peuvent faire tomber ce gouvernement? C'est ce qui est impossible à Mendimoni pour faire tomber un gouvernement qui n'a pas encore pris les fonctions en place, parce que vous savez que depuis un certain temps, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait mis en application ces communiqués qui avaient encouragé ou reconduit les anciens ministres à travailler pour expédier les affaires courantes. Aujourd'hui, on n'a pas encore assisté à une remise et reprise en bon uniforme, pouvons dire, sur le plan juridique, et ce soit sur le plan, sur le fait, cette remise et reprise pour ce qui concerne les ministres et en même temps les 2 premiers ministres que nous avons mis, Sama Lukombe et Madame Soumina qui vient pas très longtemps de publier ce gouvernement. Il faut dire que le commentaire d'un intervenant à travers la télé, nous avons compris entre les lignes que tout est clair
que l'application de la loi reste de rigueur dans ce sens. Et moi, je me rappellerai encore du président Joseph Kabila dans le temps qui appelait à la conscience élevée de tous les Congolais pour participer à la bonne fonctionnement de choses dans notre pays. Aujourd'hui, la classe qui doit nous fournir le contrôle parlementaire et en même temps légiférer les lois dans notre pays, si il arriverait à exiger 50 000 $ à titre de pot de vin, je me permettrai de les dire à la télé parce que c'est un enrichissement illicite et sans cause. Et c'est un enregistrement auquel nous ne serons pas justifiés ni dans le registre public, ni dans ce qui concerne les budgets de l'État, où l'Union sacrée trouverait ces 50 000 pour donner. Ben, heureusement qu'à quelque part, on avait vu le CG dans le temps pour l'élection de gouverneur et autres qui a dit que c'était des cadeaux. Mais aujourd'hui, nous commençons à croire que les politiques congolais ont beaucoup d'argent parce que quand une plateforme comme l'Union sacrée donne déjà des jeeps en termes de cadeaux, donc nous pouvons espérer que demain, il donnera peut-être des immeubles. Mais c'est inconcevable de voir en face un gouvernement qui vient à peine de se constitué, qui doit élaborer un programme et auquel les défis doivent être mis en exergue. Constater déjà qu'avant même qu'ils présentent ces programmes-là, les députés exigent de l'argent pour qu'ils prennent ces fonctions. Nous assistons à un blocage depuis le mois de janvier, le début de cette année, 5 mois qui a été perdu, comme tout le monde l'a dit. Aujourd'hui, ce gouvernement est là parce que tous nous avons crié à l'incapacité ou à l'incompétence de Madame la Première ministre dans ces pays. Aujourd'hui que nous avons ce gouvernement, moi je crois que c'est un devoir pour le président de l'Assemblée nationale qui vient nouvellement d'être installé et pour son équipe et tous ses collaborateurs d'installer ces gouvernements, enfin que tous les maux qui traînent dans ces pays puissent trouver des solutions. Fiston Kazadi, Maître Dieu, merci beaucoup qu'on l'a dit. Je ne sais pas si vous sentez Pia Kezanamboka à cause de ces blocages de 5 mois et tout. Hein. Pia a vraiment l'argent. On a l'impression que l'argent ne circule pas. Tout est presque en suspense parce que déjà du côté des institutions, ça bloque, ça freine. Parce que nous sommes habitués à la politique politicienne. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un devient député, il doit toujours rançonner sa hiérarchie, c'est-à-dire les membres du gouvernement, voire même le président de la République qui fait partie de cette famille. Là, je parle de l'Union sacrée de la nation. Si ces députés-là commencent déjà à faire du chantage avant d'investir un gouvernement à peine nommé, ils font ces chantages à qui? Ce n'est pas au président de la République. Parce que c'est lui le patron de l'Union sacrée de la nation. On parle des députés de l'Union sacrée de la nation. Il semblerait que ces députés-là, ce sont eux qui exigent un montant avant de recevoir les membres du gouvernement pour son investiture. Fiston Kazadi, est-ce que le chef de l'État maîtrise sa majorité? Entre nous. Maîtriser... Est-ce que les leaders de l'Union sacrée maîtrisent sa majorité? A même mis sur sa majorité? Je dirais oui, mais il doit encore serrer les vis. C'est-à-dire quoi? De rappeler à l'ordre une fois de plus, les présidiums. Parce que c'est les présidiums qui est à contact à tout moment avec ces députés. Mais moi, de fois, j'ai comme l'impression que c'est ces présidiums-là que les gens ne veulent pas. Alors, si réellement ces présidiums-là, les gens ne veulent pas, qu'on mette les présidiums de côté, on peut nommer un coordonnateur direct, qui sera direct avec les députés nationaux. Mais Amen, excusez-moi, moi, j'aimerais ici interpeller aussi Vital Kamerhe. Voilà maintenant le travail que Vital doit jouer. On l'appelle pacificateur dans des situations pareilles. Que Vital Kamerhe, qui est aussi l'un des présidiums, d'interpeller maintenant ces députés il y a comme une sorte de guerre de leadership, il faut l'avouer. Non mais Amen, chacun doit s'assumer. Il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Pépé Mbosso, il y a... Là, nous sommes à l'Assemblée nationale. Et je pense même que s'il n'y a pas un coordonnateur, c'est parce que jusque-là, politiquement, ils savent que ils ne savent pas se mettre d'accord autour de quelqu'un. Mais le président de la République doit s'imposer maintenant par rapport à ça. Il doit s'imposer. C'est pourquoi je vous ai posé la question de savoir si le président maîtrisait sa majorité. Non, moi ce que j'aime chez Félix, c'est qu'il prend un peu le temps, comme faisait à l'époque Joseph Kabila. Mais avec Kabila, le bien c'était quoi? Quand il vient frapper, il frappe vraiment. Hein? Mais j'ai comme l'impression, Félix Tshisekedi ne frappe pas vraiment fort. Il doit frapper aussi fort. Sera-t-il trop gentil? Un peu gentil, oui.
Mais Kabila, quand il prenait le temps, quand il sort de son silence, il va frapper. Et puis quand il frappe, il y a des graissements des dents. Mais nous connaissons ce que faisait Kabila. Donc, je chute en disant ceci, Maître Dieu merci. Moi, je jette la balle à Vital Kamerhe. Pacificateur, voilà vos députés. Vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale. Monsieur Vital Kamerhe, je vous connais. Nous savons comment vous arrivez toujours à faire sortir le pays dans de telles situations. Parlez avec vos députés. Nous voulons voir, avant les 15, comme tu nous avais dit, que le gouvernement soit investi. Et cela sera pour l'intérêt général du peuple congolais. Si vous ne le faites pas, M. Kamerhe A, vous risquerez d'être accusé autrement. Hein. Vous, on vous appelle pacificateur. Nous attendons voir. Maître Dieu merci, Moukoko. Moi, je crois qu'Amen, il faut faire la part de choses dans cette histoire. Parce que dire, comme mon confrère Yves Kazadi, plutôt fils Kazadi à Vital Kamerhe, moi, je ne soutiens pas trop parce que la cupidité politicienne ne peut pas bloquer les bons fonctionnements des institutions. Tout ce qui est comme organisation, installation du gouvernement, l'approbation du programme, c'est pas ça l'hémicycle. Est-ce que nous sommes face à un calendrier ou pas? C'est d'abord là que nous devons travailler. Et c'est où nous devons faire sortir toutes les questions s'il y a lieu, parce qu'il y a un bureau qui existe. Au-delà du bureau définitif, il y a un secrétariat qui existe au niveau de l'hémicycle. Et ces calendriers existent. Moi, je crois qu'il faut aller au niveau du Parlement, organiser ces plénières, et à partir de ces plénières, c'est où nous saurons si l'Union sacrée effectivement a approuvé ou pas. Parce que lorsque vous parlez de la prétendue histoire de 50 000 $ par député, ce n'est pas ça. Ça, c'est pas un travail. C'est juste des rumeurs ou des spéculations qui se passent. Évidemment, nous savons que dans les histoires passées, il y a eu effectivement ces réalités autour de pots de vin et autres. Mais l'Assemblée nationale qui doit s'assumer en ces moments, à travers ses coordonnateurs, à travers ses acteurs, se trouve où? Déjà, il faut voir. De l'autre côté, quand on a parlé des 50 000, d'où viendra les 50 000? Est-ce que ce serait décaissé dans le caisse de l'État ou ce serait décaissé à l'Union sacrée? Et je crois que la faiblesse aussi, c'est au niveau des plateformes, parce que ces plateformes politiques promettent autant d'intérêt à ces acteurs. Par exemple, tous ces députés, on leur promet... Ils sont choyés comme des bébés. Évidemment, non seulement être choisis, on leur c'est pourquoi moi j'ai dit il faut frapper. On leur promet autant et arriver au moment décisif, on leur donne pas ce qu'il faut. Et eux prennent en fait ces occasions-là pour se servir en fait de la vie. Mais aujourd'hui, nous parlons de la vie de plus de 80 millions de Congolais. Parce que l'État doit fonctionner, les institutions doivent fonctionner. Si Monsieur le Président de la République avait maintenu ce groupe gouvernemental pour les affaires urgentes, moi je crois qu'il y a encore des questions urgentes qui doivent exister en ce moment. Et à la tête, comme un peu Fils Kazadi l'a dit, de Vital Kamerhe, il doit se sentir en ce moment gêné d'attendre toutes ces spéculations et de recevoir ça. Parce que tout est sur lui maintenant. Allons à l'hémicycle, si ces députés de l'Union sacrée ne vont pas à leur tour entériner ces programmes du gouvernement, ok, nous comprenons qu'ils ne veulent pas entériner parce qu'il y a évidemment de raisons soit pédagogiques, soit financières et même scientifiques qui peuvent être mis en exergue, et en ce moment-là, on verra avec la continuité. Voilà, maître, vous venez de parler maintenant d'entériner le programme. Là, nous sommes... c'est-à-dire qu'on a compris tout à l'heure qu'on ne peut pas faire tomber le gouvernement parce que ce gouvernement n'a même pas encore commencé à travailler, n'a pas encore été institué. Et là, nous tomberons directement sur l'article 90. Expliquez-nous un peu le contenu de cet article. Si je peux lire l'article 90, je crois que la régie sera en collaboration avec nous. Le gouvernement, on dit que le gouvernement est composé du Premier ministre, ministres, des vice-ministres, et dans les cas échéants, nous voyons tout ce qu'il y a. Et il est dirigé par le Premier ministre, le gouvernement. On nous parle de comment le gouvernement est composé. Là, nous avons des ministres, nous avons des vice-ministres, nous avons des ministres délégués, nous avons toutes ces personnes-là qui doivent travailler en ces moments ici. Et par rapport à la réalité de ces blocages, lorsque nous lisons le 3e alinéa, c'est où on nous dit que la composition du gouvernement tient compte de la représentation nationale. Ça, c'est encore un autre problème par rapport à ces pétitions. Parce qu'aujourd'hui, la plupart veulent dire que la représentation nationale... C'est ça leur argument. C'est ça leur argument. C'est ça, en fait, le grand blocage ici, au-delà de tout ce qui est comme spéculation de 50 000. On dit qu'il y a deux provinces qui manquent à l'appel. Il y a le Maniema et Kinshasa.
Et Kinshasa. Et Kinshasa, parce qu'il y a Africa News. Il y a Africa News qui a mis un petit tableau reprenant. Et lorsque je vois le tableau, je sais que la région n'a pas, mais lorsque nous voyons au Kasaï oriental, il y a 6 nouveaux ministres. À Mongala, il y a 5. Au Nord Kivu, il y a 4. Au Sud Kivu, il y a 4. À Tchopo, il y a 4. Kasaï central, 3. Congo central, il y a 3 ministres. Au Katanga, il y a 2. Ituri 2, Kwilu 2, Maïndombe 2, Nord-Ubangi 2, Sankuru 2, Sud-Ubangi 2. Dans le Tanganyika, il y a 2 ministres. Baouele, il y a 1 ministre. Équateur 1, Olomami 1, Ouele 1 et Kasaï. Il y a 1 Kwango, 1 ministre. Lomami 1, Lualaba 1, Chuapa 1, Kinshasa 0 et Maniema 0. Donc au total, nous avons 54 membres du gouvernement. C'est ça leur argument. Et l'argument, c'est que pourquoi le Kasaï oriental doit avoir 6 ministres. On pouvait prendre 2 ministres pour laisser 4 au Kasaï oriental et mettre 1 pour Kinshasa et 1 pour Maniema. Et c'est Kinshasa et Maniema qui sont malheureux dans cette composition. Maître, la ligne qui suit dit ceci, je crois. Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale, justement, le programme du gouvernement. Donc les députés ont la possibilité de refuser ces programmes. Effectivement, les députés... De le rejeter. C'est un droit qui est donné à chaque député d'évaluer. Et après cette évaluation, s'il est satisfaisant ou pas, d'approuver ou pas dans ces cas-là. Et c'est où maintenant il faut voir que les choses ne fonctionnent pas assez bien. Parce que si ces programmes-là ne rencontraient pas les besoins les plus chers de Congolais, vous avez déjà 50 000 $ et les programmes ne rencontrent pas les besoins, ça veut dire déjà que les présents... Il faut utiliser les conditionnels par rapport à ces 50 $. Oui, ça n'affirme oui, non, je dis si le 50 000 $, oui, si le 50 000 $ ne venait pas et que ces programmes n'étaient pas satisfaisants, moi je dis que chaque député n'aurait pas le temps d'évaluer, de voir le fond de cette évaluation, que ce soit sur le plan budgétaire et même sur le plan sanitaire qui est peut-être éducatif et social. Aujourd'hui, la RDC a beaucoup plus besoin des projets qui soient un projet qui est social, qui répond à la personnalité et qui donne de la valeur à chaque Congolais, parce que cette valeur, nous l'avons perdue, cette identité, nous ne l'avons pas. Et aujourd'hui, s'il faut prendre tout cela, les comparer à une somme d'argent, moi je crois que nous sommes encore en train de faire de pas en arrière. Maître Dieu merci Moukoko, le gouvernement ne saurait tomber. Seul son programme peut être rejeté autant de fois, c'est-à-dire rejeté, retravailler, rejeter, retravailler. Donc nous comprenons tous, Fiston Kazadi, qu'on ne changera pas des noms des ministres. Les provinces qui ont manqué des ministres ont manqué des ministres. Ils attendront le prochain remaniement quand il viendra. Mais cette menace est aussi une demande implicite au niveau des députés eux-mêmes, parce que cette histoire a commencé par des députés de l'Union sacrée. Ils veulent à tout prix qu'il y ait une représentation pour le Maniema. Et vous savez le rôle que les Maniema a joué pendant les 18 ans de Kabila. Vous savez ce que les Maniema représentent aujourd'hui en termes d'investissement et tout ce qu'il y a. Pourquoi oublier les Maniema en ce moment? Est-ce dans l'idée d'étouffer un coin alors que la représentation nationale est une condition même de la constitution de l'État? Vous comprenez? Ici, il s'agit de droit constitutionnel qui doit être mis en place et qui doit être examiné par tous les Congolais, parce que la loi est à notre portée. Est-ce qu'on va revenir ou on va faire un décalage pour revoir la constitution très vite, la constitution de ces gouvernements ou pas? Est-ce que le président... Oui, mais parce qu'à un moment on peut dire distraction, mais on a vu... C'est une obligation constitutionnelle. On a vu sur les clichés ou sur le ticket de l'Union sacrée qu'à un moment le président de la République avait eu un recul et il s'est mis pour conscientiser ceux qui travaillent avec lui. Et ici, ce n'est pas une demande qui vient de l'opposition. C'est une demande qui sort de l'Union sacrée, qui veulent voir clair pourquoi les Maniema n'est pas au rang de toutes les provinces qui existent dans notre pays. Maître Dieu merci Moukoko, je rentre un peu toujours dans cet article 90, mais nous prenons un autre sujet si vous voulez. On n'avait pas prévu ça, mais je reste à l'alinéa premier. Le gouvernement est composé du Premier ministre. Nous avons Judith Tuluka, Souminois. Des ministres, nous en avons. Des vice-ministres, nous en avons. Des vice-premiers ministres, nous en avons. Des ministres d'État, nous en avons. Des ministres délégués, nous en avons. Mais maître,
Il y a une particularité maintenant. On a eu droit des ministres près les ministres. Les ministres près. La loi n'en parle pas. Ministre près les ministres. Nous tenons vers ce qu'on dit la sorcellerie juridique. Comment ça? Amen, dis-moi, c'est sérieux parce que aujourd'hui, quand on regarde la réalité, on ne saurait pas mettre beaucoup de mots. Peut-être que d'ici là, il y aura une loi organique ou une loi qui va organiser le gouvernement et ses relations avec le président de la République. Peut-être là, nous aurons beaucoup plus d'explications par rapport à l'apparition de ce jargon où on parle des ministres près les ministres. Parce que vous savez, à un moment, on n'avait pas un ministre des Finances, on avait seulement un ministre près le premier, ministre des Finances près les premiers ministres. Et donc, même en ce temps-là, ça n'avait pas tué. Maintenant qu'on a des ministres près les ministres, on va chercher à comprendre cela. Et puis, on a une appellation ministre de la ville ou il y a quelque chose de la ville ou de la... Un truc comme ça, c'est... Non, non, ça, je n'ai pas... Il y a quand même... beaucoup de quiproquos. Hein. Mais effectivement, mais bon, attendons la loi, nous verrons, nous conformons à la loi, attendons l'interprétation et peut-être qu'on pourra comprendre. Amen, je voulais revenir sur un sujet sur la géopolitique. On a parlé ici de membres du gouvernement. La représentativité. La représentativité, il y a une province qui n'a pas un ministre. 2 provinces qui n'ont pas de ministre. Voilà, 2 provinces qui n'ont pas de ministre. Moi, je voulais réfléchir un peu au-delà avec des questions. Vous savez, l'Équateur a connu combien de ministres? Depuis Kabila jusqu'à Tshisekedi. Mais est-ce que cela a permis à ce que l'Équateur soit construit? Pourquoi vous prenez seulement l'Équateur? Excusez-moi, parce que j'ai entendu des gens parler, eux-mêmes les Équatoriens. Mais pourquoi ça te dérange? Parce que tu es équatorien. C'est ça maintenant. Non, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est ça maintenant les dangers. Ça n'a rien à voir. Maître, là directement vous comprenez. Ça n'a rien à voir. Restons un peu sociologues, restons dans la société. Si on veut parler de cette histoire-là, de la représentativité, de la géopolitique, nous risquerons... Non, mais maître a dit, la Constitution... Non, mais la Constitution, vous avez parlé ici des prêts des ministres, non? Mais nous sommes censés suivre la Constitution. Non, pas nécessairement. Il y a des moments où, amen, si la situation va au-delà de la Constitution... Là, vous parlez comme le chef de l'État avait dit... Il faut s'adapter. Devant la presse. Il faut s'adapter par rapport aux réalités, amen, du monde. On ne peut pas à chaque fois commencer à donner des responsabilités à des gens qui n'arrivent même pas à faire le minimum dans leur propre province. Ne me dites pas que dans toute une province comme le Maniema, il n'y a personne qui peut être ministre, quoi. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a personne. Mais si ça arrivait, soyez sportifs, je l'ai dit ici. Il ne faut pas commencer à se plaindre à tout moment. Nous, on n'a pas un ministre, nous, on n'a pas ça. Non, arrêtez des plaintifs. S'il vous plaît, maître, je voulais dire ceci. Vous avez connu Jonas Mukamba. Il a eu à travailler comme gouverneur dans une autre province qui n'était pas de sa propre province. J'aime pas rester régionaliste, j'aime pas rester tribaliste. Cette histoire-là, ça nous ramène encore trop bas. Merci, Fiston Kazadi. Maître, c'est grave. Je crois que dans cette géopolitique, Fiston a dit de ne pas oublier la géographie aussi, Amen Dimwani. Parce que quelque part, lorsqu'on parle de Maniema, excusez-nous, les téléspectateurs doivent nous expliquer parce qu'on n'est pas monté ici sur le plateau avec les superficies et tout ça. Mais lorsque vous regardez Maniema et l'espace Tchopo, vous le comparez à combien de superficies? Et aujourd'hui, peut-être par rapport à l'élection ou par rapport à ce qui se passe dans le Maniema ou ce qui se passe, les investissements qu'il y a à Tchopo, ce n'est pas comparable. Les investissements qui sont à Kinshasa et les investissements qui sont de l'autre côté, ce n'est pas comparable. L'idée aussi du constituant ici, c'est d'avoir des fils de ce coin qui pourront parler avec les ressortissants de ce coin. Et nous savons ce qui se passe à l'est de la République. Et aujourd'hui, même avec les investissements qui se passent là-bas, on ne dit pas forcément qu'un ministre pourra faire les ponts entre le président de la République parce que le président de la République souverainement a pouvoir sur tout l'étendue du pays, mais c'est une façon pour tous ces coins de la République d'avoir les yeux fixés ou la confiance sur le président de la République à travers les ministres qui œuvrent dans ces gouvernements. Moi, je ne suis pas d'accord. Je crois que socialement, cette représentation a une touche que la plupart de personnes n'ont pas l'œil de la même façon comme les constituants congolais. Et c'est comme on parle par exemple au niveau de nos assemblées provinciales, qui représente qui au niveau du Sénat par exemple, qui représente qui, et même au niveau de l'Assemblée nationale, c'est des partis politiques. Au niveau des assemblées, c'est bon.
Et c'est la même réalité qu'on doit voir aussi au niveau du gouvernement. Non, parce pas que nécessairement. Si au niveau de l'Assemblée, par exemple, nationale, on a toutes les partis politiques qui sont comme opposition et l'union sacrée. Évidemment, au niveau du gouvernement aussi, en termes de province, cette représentativité doit être réunie pour que le langage soit clair. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'une représentation, mais aussi, il faut voir la touche de la justice équitable qui doit exister. Parce que là, nous parlons de question de la justice qui existe. Est-ce que cette justice-là, je pourrais peut-être, je n'ai pas le droit de poser des questions à Fiscal, a dit, mais est-ce que cette justice, au niveau de toutes ces nominations, est équitable jusqu'aujourd'hui? Est-ce que les chances sont réellement réparties pour toutes les provinces? C'est là qu'il faut poser maintenant cette réflexion scientifique et pouvoir trouver des réponses. Amen. Non, monsieur, non. Vous avez l'habitude d'abuser avec la parole, hein. Je vous la retire. Voilà, moi, je voulais quand même placer un mot par rapport. Nous avons parlé de politique, mais Dieu merci, ce n'est pas le seul sujet que nous avons retenu pour aujourd'hui. Nous allons nous rendre du côté de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, où le responsable de cette institution d'appui à la démocratie ont reçu dernièrement une délégation. La délégation des personnes qu'on appelle LGBT. LGBT qui veut dire lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel. Donc, ces gens sont venus présenter à la CNDH leur cahier de charges par rapport à certains traitements dont ils seraient victimes, et ainsi de suite. L'opinion devrait-elle être choquée ou pas par cette démarche? Maître Dieu merci beaucoup. Et choqué, c'est lui qui considère que les pratiques des minorités ne sont pas considérées parce que dans un contexte d'internationalisation de droits, les minorités ont plus d'avancées aujourd'hui en ce qui leur concerne. Et quand même, quand on travaille avec la CNDH, c'est par rapport aux droits de l'homme. On a déjà dit qu'avec la CNDH, plutôt depuis que cette organisation est là, il y a autant d'avancées en termes de des droits de l'homme. Mais ces groupes de LGBT, les gays et autres, ont estimé que depuis un temps, les ministres qui viennent ou les patrons de la justice dans notre pays menaceraient le droit de cette minorité. Mais ce qui est curieux ici, c'est de savoir, Amen Dimouani, dans un pays qui est un pays neutre, où on ne se prononce pas sur l'homosexualité, où on n'a pas pénalisé, on n'a pas condamné, on n'a pas autorisé, voir un ministre qui n'est pas encore en fonction s'est prononcé au-delà de ses fonctions. Moi, je crois que... Donc, le problème serait le ministre de la Justice, c'est le nouveau ministre qui fait peur. Parce que le nouveau ministre, avant de devenir ministre, s'était déjà exprimé sur les sujets. Nous allons revenir sur cette vidéo, justement, où Maître Constant Moutamba, c'est comme ça qu'il s'appelle, s'adresse à la communauté LGBT et nous allons revenir commenter, surtout avec Fils Kazadi qui n'attend que ça. Tu fais papa, tu fais maman, prison. Tu as 5 à 15 ans de prison. Deux fois. Ça doit s'arrêter. 15 ans de prison. Plus 30 millions de francs congolais à Tidom. Voilà. On dit dans les termes un peu à l'activement ces derniers temps, on parle de 2 fois. 2 fois, effectivement. 2 fois. Oui, on parle de 2 fois. Donc vous jouez 2 rôles à la fois. Ça dit, ces personnes qui représentent une certaine minorité doivent être aussi défendues. C'est leur droit. Défendus, est-ce qu'ils étaient attaqués? Vous voyez, ministre qui est en train de... Non, Amen. L'actuel ministre qui à l'époque déjà était en train de les menacer. Non, les ministres actuels, c'était dans ses pensées. Il ne savait pas à cette époque-là qu'il serait ministre. Donc aujourd'hui, il va... je peux que les soutenir si cela va apporter quelque chose de bien dans notre société. Amen, nous sommes bantous. Ça, vous oubliez, nous ne sommes pas des occidentaux quand même. Comme vous disait tantôt. Exactement.
Comment vous pouvez accepter un homme va se transformer en une femme? Vous devez être parfois clair. Nous sommes ici pour dire la vérité aussi, rien que la vérité. On a prêté serment pour ça aussi. On est homme, soit on est femme. Restez homme, soit vous restez femme. Vous ne pouvez pas jouer deux rôles à la fois, comme vous avez dit. On les appelle maintenant comme modèles. Vous savez... Merci, quand vous n'avez pas de commentaires à ce sujet. Non, non, j'ai des commentaires, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, laissez-moi finir quand même. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Non, 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 non. Je voulais dire ceci. Est-ce dans notre constitution? Je reviens maintenant à la loi parce que nous avons un juriste en face de nous. Non, il ne faut pas avoir peur. On parle de la République et on parle des citoyens congolais. Est-ce la constitution donne déjà le droit à un homme de jouer aussi le rôle d'une femme? Ou bien à une femme de jouer aussi le rôle d'un homme? De devenir bisexuel, on n'en parle pas. Voilà. Mais on parle d'un mariage entre alors, hommes et femmes. Quand ils sont allés voir... Ça, c'est clair, non? En fait, il faut faire attention parce que même si la Constitution n'en parle pas, notre Constitution consacre l'application des traités, des arrêtés et accords internationaux d'application dans notre pays. Aujourd'hui, l'universalité du droit de l'homme fait que le droit humain soit considéré comme une valeur internationale dans tout terrain. Universel. Si, évidemment, c'est dans cette universalité ou dans cette c'est-à-dire, voulant ou pas, nous sommes obligés de respecter le droit comme ça se passe ailleurs. Et dans le système ou dans le pratique international par rapport à notre pays, vous savez que la RDC, chez nous, nous parlons de la primauté des actes internationaux par rapport au texte local. Et c'est où la plupart des autorités congolaises sont encore floues parce qu'ils ne comprennent pas l'application du droit international et surtout en cette matière parce qu'à un moment aussi, c'était les mêmes problèmes avec Madame Mouchebe, qui était ministre de droits humains, parti quelque part en Afrique où il disait que nous ne pouvons pas accepter cela et on l'a ramassé dans une salle scientifiquement pour lui prouver que ce que vous dites là, vous êtes à côté de la réalité. Nous avons accepté le droit de l'homme. Nous sommes signataires de beaucoup d'autres textes en ce qui concerne la protection, même si nous avons émis de réserve. Aujourd'hui, par exemple, en matière internationale, nous parlons de l'accord de Maputo. Cet accord où vous savez que la femme ne peut ou n'est pas porter le nom de son mari, où la femme peut donner un nom à l'enfant. La femme a autant de droits et même c'est dans cet accord de Maputo. Là, maintenant, nous sommes en train de perdre notre culture. Petit à petit, vous voyez. C'est la même réalité que nous avons. On est en train de perdre maintenant nos valeurs à nous, Africains. Les avortements thérapeutiques et autres, parce que déjà là, avec l'accord de Maputo, on consacre ce qui est des avortements, même si nous ne pénalisons pas, même si nous ne voulons pas dépénaliser ce qui est des avortements thérapeutiques, mais il y a des organismes ici qui travaillent. Maître Jemerson, nous souffrons en même temps le chaud et le froid. Évidemment. C'est-à-dire que la République va signer des traités qui nous engagent dans certaines obligations. Mais revenus ici, les gens sont assez flous, comme vous le dites si bien, sur l'application de ces traités-là. Spécialement qui viennent éclaircir tous ces traités sur le plan international. Par exemple, pour les avortements, qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui quand il y a déjà des organismes qui donnent des pilules, quand il y a des organismes qui donnent des produits pour accompagner ces avortements dans notre pays? Il y a des forums, il y a des conférences, il y a une vulgarisation qui s'est faite, même dans le cadre de minorités aujourd'hui. Par exemple, quand vous avez le programme national et multisectoriel, les PNMLS par exemple, quand ils lancent ces programmes l'année, il y a un bureau de représentation des minorités, il y a un budget et au-delà, il y a même le ministre de l'Intérieur qui doit venir en garantie au nom de la République pour véhiculer tous ces projets-là qui sont en gestation dans notre pays. Moi, j'ai déjà pris part, Dieu merci Mkoko, à un reportage du PNMLS justement, Fiston Kazadi, où la communauté LGBT avait été conviée à rehausser de sa présence dans une marche de santé. Effectivement. Et cette communauté est venue vraiment et a pris part à la marche. C'est comme vous disiez, à un certain moment, on semble ne pas reconnaître, alors que l'on reconnaît dans les textes. Et c'est mais la lutte. Vous avez parlé d'une chose intéressante que j'ai retenue, la primauté. La primauté des actes internationaux sur notre propre loi. Mais oui, mais amen. On parlerait de ce féminisme ou de cette masculinité positive parce que
Dans le cadre de ce féminisme, il n'y a pas seulement des hommes qui défendent des femmes, mais il y a aussi des hommes qui défendent des hommes qui sont comme des femmes. Et dans leur démarche, aujourd'hui, on parle de ces féminismes ou inclusifs. Ça veut dire quand on veut parler de l'inclusion des minorités dans le programme, c'est tenir compte aussi des gays, des trans, et tenir compte des lesbiennes et autres. Et ces programmes sont viables, ils sont en gestation. Il y en a d'ailleurs plusieurs qui ont été sauvés même sur l'accompagnement médical pour leur apprendre comment se tenir en responsable et éviter les sida. Parce que vous savez, ces gens-là, à un moment, ils sont bisexuels. Dans le même groupe, il n'y a pas seulement les... Et nous allons appuyer ça. Dans ces mêmes groupes, il y a ceux qui sont bisexuels, c'est-à-dire à un moment, s'ils sont gays, ils sont avec les gays, à un moment, ils sont avec les hétéros, comme moi et Fils Kazadi qui sont... Non, pas toi et moi. Vous comprenez? Pas toi et moi. Les bisexuels, c'est ça, Amel Dimoni. D'où cette histoire, on doit... les corporations de santé en ce cadre-là doivent mettre des programmes sur le plan sanitaire pour apprendre à ces gens-là de bien se protéger et que les maladies ne se propagent pas. Messieurs et dames, vous êtes en train de suivre Héros Télévision, nulle part ailleurs. Le débat est là, le débat est ouvert. Fiston Kazadi est en train de bouillir comme un volcan. Il veut prendre la parole à tout prix, mais malheureusement, c'en est fini. Maître, Dieu merci mon coco. Mais je n'ai même pas dit un mot. Je n'ai même pas dit un mot par rapport. Monsieur Fiston Kazadi, merci d'être passé pour votre rubrique et pour le commentaire. Merci beaucoup. Par rapport à ce sujet d'actualité. Nous continuerons ce débat après l'émission, monsieur Kazadi. Merci beaucoup, mais j'allais éclairer quand même l'opinion publique par rapport à... J'ai dit nous continuerons ces débats après l'émission, monsieur Kazadi. Messieurs et dames, merci à vous qui nous suivez. Vous êtes branchés sur Héros Télévision. Vous suivez les 7-9, ces tranches, non pas d'animation, mais d'information. Place à la prochaine rubrique. Héros Télévision. Héros Télévision. Héros Télévision. Héros Télévision. Héros Télévision. Voilà, édito de la rédac. Bienvenue Gilbert Ngora. Merci beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est d'abord le bureau définitif de l'Assemblée nationale a été mis en place il y a cela quelques jours et le travail des députés, beaucoup de gens l'ignorent encore. Les gens pensent que les députés nationaux travaillent que dans les plénières, alors que au niveau des commissions et des travaux qui se font, voilà pourquoi aujourd'hui on doit se pencher sur ça. Parlez-nous de ces commissions. Comment ça se passe l'organisation du travail, donc au-delà de ce que l'on voit dans les plénières? Voilà, donc au niveau de l'Assemblée nationale, il y a deux types de commissions. Des commissions dites permanentes et des commissions dites spéciales, mixtes plutôt. Des commissions permanentes sont au nombre de 10 et d'autres commissions sont temporaires. Quel que soit le bureau qu'on change, quelle que soit la législature, il faut obligatoirement qu'on ait 10 commissions permanentes. Ça dépend maintenant si l'on révisait les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. En tout cas, jusque-là, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale ont été déclarés conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Et ça prévoit 10 commissions jusque-là. 10 commissions permanentes. Permanentes. De quelle commission s'agit-il? Alors, il s'agit de la commission politique, n'est-ce pas, administrative et juridique,
PAJ, la plus connue d'ailleurs de toutes les commissions. Nous avons la commission économique, financière et contrôle budgétaire, ECOFIN, la plus connue aussi. Nous avons la commission sociale et culture. Nous avons la commission des relations extérieures plutôt. Nous avons la commission défense et sécurité. Nous avons, sixièmement, nous avons la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable. À la 7e position, nous avons la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et nous avons à la 8e position la commission genre, famille et enfants. Nous avons la commission suivi et évaluation de l'exécution des lois, des résolutions, des recommandations et des politiques publiques. Donc chaque à député... la 10e position, pour finir, nous avons la commission droits de l'homme. Donc, chaque député doit faire partie d'une de ces deux commissions. Que tu sois de l'opposition, tout comme de la majorité, vous devez être membre d'une de ces commissions. Et près de 40 députés, n'est-ce pas, composent ces commissions. 40 députés pour telle commission, 40 autres pour telle commission, et ainsi de suite. Et ces commissions peuvent être dirigées soit par un député membre de la famille présidentielle, Union Sacrée, soit par un opposant, par exemple. Je pense, Gilbert Monga, que vous avez oublié une commission. Laquelle? Je pense qu'il y a 11 commissions permanentes. Il y a une commission qu'on appelle le comité de sages ou la commission des... Le comité des sages. Ce n'est pas une commission, mais c'est un groupe que l'on met aussi en place en cas de conflit. C'est ce groupe-là qui intervient pour le règlement de certains conflits. Raison pour laquelle on parle de deux types de commissions. Des commissions permanentes, c'est des commissions spéciales. Et des commissions spéciales, temporaires aussi, et des commissions mixtes. Je prends un exemple. Si par exemple une loi a été votée au niveau de l'Assemblée nationale, elle sera envoyée pour la seconde lecture au Sénat. Si l'Assemblée nationale et le Sénat ne se mettent pas d'accord sur cette loi, on va créer une commission mixte. Assemblée nationale, Sénat. Assemblée nationale, Sénat, pour trouver un consensus. Mais la voix qui pèse, en tout cas, c'est la voix de l'Assemblée nationale. En cas de manque de consensus, en tout cas, la représentation nationale, plutôt la chambre basse du Parlement, pèse par rapport au Sénat. C'est par rapport au Sénat. Ailleurs, comme aux États-Unis, le Sénat pèse un peu plus que l'Assemblée nationale. Voilà, ici c'est tout le contraire en tout cas. Mais Gilbert, ce qui est aussi curieux, c'est que la Constitution dit que le chef de l'État, en cas d'empêchement, peut assumer son intérim, non pas le président de l'Assemblée nationale, mais le président du Sénat. Voilà. Mais on a comme l'impression aussi qu'en même temps, en termes de protocole, le président de l'Assemblée nationale vient toujours avant celui du Sénat. C'est une confusion. Hein? C'est une confusion, raison pour laquelle beaucoup des ténors de l'Union Sacrée sont pour les changements de la Constitution. Parce qu'ils pensent que cette Constitution ne cadre pas avec la réalité. Ils veulent supprimer le Sénat. Le Sénat, voilà. Par exemple, que nous puissions garder seulement l'Assemblée nationale. Contre le Sénat. Parce que le travail que fait le Sénat, c'est le même travail que fait l'Assemblée nationale. Il doit voter au premier degré, réélire au second degré, après publication. Qu'est-ce qu'ils font de spécial? Je pense qu'on peut supprimer, je suis d'avis en tout cas avec ces personnes-là, qui pensent qu'il faut supprimer le Sénat et ne rester qu'avec l'Assemblée nationale. Parce que le travail d'un député, ça aussi ça prête confusion, qu'on se le dise, n'est pas celui de jeter des ponts, de construire des écoles. Voilà. Nous l'avons vu à la campagne électorale de 2023, où il y a des députés qui promettaient à la population des écoles, des hôpitaux et tout ce qui va avec. Là, c'est l'achat des voix, l'achat de conscience. Quand par exemple un député vous dit « je vais vous construire une école, en échange vous devez me voter ». Alors quand vous allez les voter plutôt, arrivé au niveau du palais de la nation, il vous oublie. Palais du peuple. Palais du peuple, pardon, il vous oublie. Alors, il n'est pas redevable vis-à-vis de vous parce qu'il a acheté ses voix auprès de vous. Voilà pourquoi on doit éclairer l'opinion nationale, le travail des députés. Le député national a pour rôle de voter les lois, de légiférer, et de contrôler l'action du gouvernement. Voilà. Donc, les députés doivent voter des lois, n'est-ce pas, qui intéressent la population, qui touchent aux problèmes de la société congolaise, mais aussi contrôler l'action du gouvernement. Mais l'on se rend compte qu'il y a une sorte de complaisance entre les députés nationaux et l'exécutif national.
Les députés nationaux, en tout cas dans la législature passée, n'ont pas vraiment contrôlé le gouvernement. Les ministres n'étaient pas assez interpellés, alors que les députés nationaux disposent de plusieurs moyens d'interpeller les membres du gouvernement. Mention des censures, questions orales avec débat, questions d'actualité, questions écrites. Donc, je pense que nous devons mettre fin à cette complaisance qui régnerait entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Aussi, autre chose à souligner, c'est que nous voyons beaucoup de députés après les vacances parlementaires. En fait, les députés nationaux doivent, n'est-ce pas, descendre dans leurs différentes bases pendant les vacances parlementaires pour faire rapport. Mais nous constatons que après les vacances parlementaires, les députés, tout comme les sénateurs, voyagent à l'étranger. 3 mois après, ils rentrent au pays au niveau du Parlement sans rapport. Parce qu'après les vacances parlementaires, ces députés devraient apporter les rapports, n'est-ce pas, au bureau de l'Assemblée nationale. Parce que nous avons 2 sessions à l'Assemblée nationale. La session de mars qui commence le 15 mars et prend fin le 15 juin. Donc nous sommes en pleine session de mars. Et puis la deuxième session commence le 15 septembre et prend fin le 15 décembre. Quelles sont les particularités de ces 2 sessions? La première, c'est la session essentiellement, de mars bien sûr, essentiellement misée sur le contrôle parlementaire. Le vote de loi par exemple, contrôle parlementaire, c'est fait plus pendant la session de mars. La session de septembre, c'est la section essentiellement budgétaire. On vote le budget. Donc c'est ça la différence entre les deux. À la fin de chaque session, n'est-ce pas, un député national est appelé à rentrer dans sa base électorale pour faire rapport à la population du travail que vous avez fait au niveau du Parlement. Et ces rapports-là doivent venir être déposés au bureau de l'Assemblée nationale. Tout à fait. C'est une obligation. Ce qui ne se fait pas en tout cas, peu sont les députés qui rentrent dans leur base électorale pour faire rapport à la population et puis ramener les désidérata de la population auprès du bureau ou de la plénière de l'Assemblée nationale afin que le gouvernement trouve des solutions adéquates par rapport aux problèmes identifiés. Je pense que le nouveau président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avait promis de mettre un accent particulier sur les contrôles parlementaires et il va valoriser le travail des députés. Je pense que cette fois-ci, il y aura les changements à la tête de cette représentation nationale. C'est ce que tout le monde attend en tout cas de Vital Kamerhe. Merci beaucoup Gilbert Vonga d'être passé. C'est toujours un plaisir d'apprendre un peu plus avec vous dans l'édito de la REDEC. Au prochain numéro donc. Voilà, au prochain numéro. Messieurs et dames, vous nous avez suivis. Tout le plaisir était pour nous durant ces heures ou tous ces temps qu'a duré cette émission. Je pense que nous avons appris, nous avons été informés, nous sommes allés au-delà de l'actualité, donc nous avons commenté, nous avons enrichi. Voilà, c'est un peu ça la particularité de Route Télévision, c'est un peu ça la particularité du 7-9. Rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Au revoir chez vous.